Quand une femme allongée sur la table d'autopsie pendant une nuit orageuse recommence soudainement à respirer, Lucas, un médecin légiste chevronné avec 25 ans d'expérience, voit sa vie, à la fois cette nuit-là et toute son existence, prendre un tournant inattendu et lui offrir une seconde chance. Pour ne rien rater de cette histoire pleine d'émotions incroyables, regarde-la d'une traite jusqu'à la fin et dis-nous dans les commentaires quel moment t'a le plus marqué. La pluie tombe abondamment, martelant le toit de l'hôpital. Le couloir est vide. Seul l'écho des pas de Lucas se fait entendre. Le sol brille, mouillé par les bottes des infirmières qui sont passées peu de temps auparavant. L'horloge murale fait tic-tac, rompant le silence. L'air est froid et sent le désinfectant. Il pousse la porte métallique de la salle d'autopsie avec son épaule. La charnière grince doucement. La lumière blanche s'allume, rendant tout pâle. La table en acier au centre ressemble à de la glace. Les instruments sont bien rangés. Scalpel, pincettes, ciseaux, aiguilles, fils, tout est à sa place, comme d'habitude. C'est ça, la routine, elle met tout en ordre, même la douleur. Lucas laisse sa blouse suspendue un instant dans sa main, respire, puis l'enfile lentement. Le tissu froid touche son cou. Il fait craquer ses doigts, prend le tableau, vérifie le sceau, vérifie l'heure sans précipitation, sans colère, sans rien, juste une vieille fatigue, celle qui vit au fond de ta poitrine et ne dort jamais. Encore une nuit, dit-il doucement, presque sans voix. Il n'attend pas de réponse. Personne ne répond ici. La tempête se renforce dehors. Le tonnerre rompt le silence. Tout l'hôpital semble retenir son souffle quand le bruit retentit. Puis tout reprend. Les gouttes de pluie sur les fenêtres, le réfrigérateur qui vibre dans la chambre, un vieux ventilateur dans le coin qui tourne de travers. Lucas se dirige vers l'évier, se lave les mains comme quelqu'un qui prie sans croire. Frotte, rince, sèche. L'eau est faible et froide, et il sent un frisson lui parcourir les bras. Il regarde son visage dans l'acier de l'armoire. Des rides profondes, une barbe grise mal rasée, des yeux qui ont trop vu. Il ferme la porte de l'armoire et le reflet disparaît. « Allons-y », murmure-t-il en posant sa paume sur le métal de la table. Le froid pénètre ses gants, pénètre sa peau, semble toucher ses os. Il reste là une seconde de plus, comme s'il avait besoin de se rappeler qui il est. Un scientifique légiste depuis 25 ans, des mains sûres, un esprit logique, pas de foi, pas de promesses, pas de miracles, seulement des faits, des mesures, des rapports. De l'autre côté de la pièce, une vieille radio oubliée essaie de capter une station, mais il n'y a que des parasites. Il tourne le bouton, abandonne, préfère le silence. Dans le silence, il entend des choses que personne ne veut entendre. Le long sifflement de la climatisation, le cliquetis des stores, son propre cœur. Il ouvre le grand tiroir de l'armoire en acier et en sort le drap blanc, soigneusement plié. Il dégage une odeur propre, légèrement sucrée. Il l'étale sur la table avec un soin que presque personne ne remarque, un petit geste, presque affectueux. C'est étrange, mais c'est ainsi qu'il procède. Même s'il se sent vide à l'intérieur, à l'extérieur, il respecte le rituel. Il reste un instant debout devant la table vide, seul avec la pluie, la lumière froide et le souvenir qui lui revient sans lui demander la permission. 3 ans, et ça fait toujours aussi mal que si c'était hier. Il ferme les yeux et voit sa petite main chaude tenir la sienne. Il voit la pièce sombre, la fenêtre ouverte, le vent qui agite le rideau. Il voit ce que personne d'autre n'a vu. Les autres essaient de ne pas voir. Pas aujourd'hui. Désolé, murmure Clara, presque sans voix. Aujourd'hui, il n'ouvre pas les yeux. Il prend d'une profonde inspiration comme quelqu'un qui remonte d'une plongée qui a duré trop longtemps. Il regarde le plafond, les lumières qui clignotent. L'hôpital ne le juge pas, lui demande juste de continuer, et il continue parce que c'est ce qu'il sait faire. La porte de la chambre bouge doucement sous l'effet d'un courant d'air et se referme toute seule. Lucas vérifie à nouveau les instruments par habitude. Pointe acérée, nouvelle lame, étiquette séparée, stylo en état de marche. Il écrit la date, l'heure, la chambre. Son écriture est celle d'un prof fatigué, mais sûr de lui. C'est une écriture qu'il a apprise à ne pas faire trembler. Procédure normale, dit-il sans regarder personne. C'est juste un moyen de garder l'esprit clair. La lumière fluorescente au plafond clignote 2 fois. Ce clignotement le dérange toujours. Ça lui donne envie de prendre une échelle et de la changer tout de suite. Mais il la laisse. La vie lui a déjà appris qu'il y a des ampoules qu'on ne peut pas changer. Il faut juste apprendre à vivre avec le clignotement. Il s'adosse contre le mur froid et écoute la pluie un peu plus longtemps. Il pense à la façon dont tout ici est simple et difficile. Une pièce froide, une table en acier, un stylo, un nom sur un tableau, et lui, un homme qui a oublié comment pleurer. C'est comme ça, jour après jour, nuit après nuit.
Je ne ressens rien, comme s'il goûtait une vérité. C'est mieux ainsi, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Au fond de lui, il y a un fil qui tire encore un peu de chaleur qu'il fait semblant d'ignorer. C'est ce qui le pousse à arranger soigneusement le drap. C'est ce qui le pousse à se laver les mains comme s'il allait toucher quelque chose de sacré. C'est ce qui le pousse à rester silencieux. Le respect. Même si la foi a disparu, le respect demeure. Il se dirige vers la haute fenêtre et essaie de voir la ville. Il ne voit que sa propre ombre et l'eau qui coule, créant des chemins sinueux sur la vitre. En bas, des sirènes lointaines déchirent l'aube. Washington City ne dort pas plus que l'hôpital Santa Esperanza. Lucas retourne au centre de la pièce, vérifie à nouveau le dossier, pose le stylo, ajuste sa blouse et respire. Son souffle forme un petit nuage blanc dans l'air froid. Sa poitrine se soulève et s'abaisse lentement, comme s'il comptait jusqu'à 10 sans se presser. « Au boulot !» dit-il cette fois-ci d'un ton qui ressemble presque à une étreinte pour lui-même. Une phrase qui lui donne la force de continuer sans se demander si ça fait mal. Une autre employée entre et le regarde avec un air surpris. « J'ai vu la lumière allumée. J'ai pensé qu'il y avait quelqu'un ici, » dit-elle en regardant Lucas. « J'attends le corps. Ils m'ont dit de venir parce qu'il serait là maintenant, » répond-il sans grand enthousiasme. Elle le regarde, perplexe, laisse échapper un petit rire gêné et dit « Désolé, docteur, mais ils ont mis le corps de la fille dans la pièce d'à côté. Ils ont dit que c'était sa chambre. C'est bizarre, mais bon, » dit-il en attrapant ses affaires et en quittant la pièce. Le bloc-notes est posé sur la table en acier. Le papier humide au bord plié porte un nom qui n'en est pas un, inconnu. L'écriture est précipitée, comme si quelqu'un l'avait écrite avec l'envie d'en finir rapidement. Lucas passe en revue le dossier du regard aussi lentement que possible. « Arrêt cardiaque », répète-t-il à voix basse avec un petit soupir, comme quelqu'un qui n'y croit pas ou qui cesse d'y croire, qui se contente de lire, de se conformer. La lampe au-dessus projette des ombres brisées sur le drap blanc qui recouvre le corps. La pluie continue dehors, frappant obstinément la fenêtre avec un bruit qui semble suivre sa respiration. Lucas pose ses mains sur la table, sent le froid monter le long de ses bras et observe la forme sous le petit tissu léger. Il tire le drap avec précaution, comme s'il avait peur de réveiller un silence. Le tissu se déplie et son visage apparaît un instant. Il s'arrête. Le visage est jeune, peut-être 30 ans, peut-être moins. Ses cheveux mouillés sont collés à sa peau. Il y a encore des feuilles et de la saleté emmêlée dedans, comme si elle était tombée sur le sol humide. Ses cils sont lourds, mais ses lèvres ont encore de la couleur, un ton doux, presque vif. Lucas se penche un peu plus près, fronce les sourcils, le regard fixé sur cette bouche. Il a vu des centaines de corps, peut-être des milliers, mais il y a là quelque chose qui ne correspond pas à la mort. C'est comme si le temps avait oublié d'emporter toute sa vie avec lui. Il la touche délicatement du bout des doigts, s'attendant à ressentir la froideur habituelle, mais ce n'est pas la même chose. Sa peau est chaude, très légèrement, mais elle est chaude. Il recule de surprise, enlève son gant et la touche à nouveau directement du bout de son index. Il reste immobile pendant 1 seconde, essayant de comprendre si ce n'est que son imagination. « Comme c'est étrange », murmure-t-il. « Elle est encore chaude, elle n'est pas violette comme d'habitude. » Il regarde à nouveau le dossier. Pas de famille, pas de contact, rien. Juste un corps anonyme arrivé sous la pluie. Ils disent de l'avoir trouvé allongé près de la place centrale. Pas de papier, pas de sac, rien, inconnu. Ce mot l'a toujours dérangé. Des gens qui disparaissent du monde comme s'ils n'avaient jamais existé. Personne ne se pose de questions, personne ne pleure, personne ne vient les chercher. Il fait le tour de la table et passe sa main dans ses cheveux. Il la regarde à nouveau. Ses doigts sont pliés comme s'il tenait encore quelque chose d'invisible. Ongles sales, poignets fins, pas de souffle. Tout indique qu'elle est morte, mais cette petite touche de couleur sur ses lèvres le fait douter. Lucas attrape le stéthoscope plus par habitude que par conviction. Il le pose sur sa poitrine. Silence. Seul le bruit de la pluie et un léger bruit provenant de l'appareil se font entendre. Rien. Il le retire lentement. Il expire mais continue à regarder. « Qui es-tu » demande-t-il d'une voix calme, presque comme un murmure. Que t'est-il arrivé ? Son visage semble calme, comme celui de quelqu'un qui dort après avoir beaucoup pleuré. Il y a quelque chose de tendre et de triste dans cette expression. Une petite coupure sur son front, une égratignure sur son cou, ses cheveux pleins de boue. Malgré tout, il y a de la beauté. Une beauté fatiguée, mais complète. Il prend un chiffon, l'humidifie avec un peu de solution saline et commence à nettoyer son visage. Un geste simple, presque automatique, mais plein de tendresse.
Il essuie le chiffon, nettoie la saleté sur ses joues, enlève les feuilles de ses cheveux. Sa peau a un teint chaud et éclatant. Il sent un parfum doux mélangé à la pluie, une odeur de vie qui veut encore rester inconnue. Il répète comme s'il ne pouvait pas l'accepter. Personne n'est aussi inconnu. Il range le chiffon et la regarde à nouveau, ses yeux passant de ses lèvres à ses mains. La lumière froide illumine les reflets de l'eau emprisonnée dans ses cheveux. Son corps semble presque respirer, comme si l'air avait oublié de s'échapper. Il secoue la tête, voulant chasser cette pensée. Il prend le scalpel et pose l'instrument sur le plateau, mais il ne commence pas. Il se contente de regarder quelque chose. Quelque chose l'arrête, un malaise profond, un frisson dans la nuque, cette sensation qu'il a appris à ignorer au fil des ans. Mais aujourd'hui, c'est différent. La pluie tombe plus fort. Le tonnerre rompt le silence, faisant vibrer les vitres. Il soupire et se parle à lui-même comme pour se soulager. Tu sais, le pire dans tout ça, ce n'est pas de voir ce qui meurt, c'est de voir ce que personne ne vient réclamer. La phrase reste suspendue dans l'air, résonnant en lui. Il se souvient du regard de sa femme lors de son dernier jour à l'hôpital, du bruit du moniteur lorsqu'il s'est arrêté. Tout cela lui revient comme un coup de poing dans l'estomac et il ferme les yeux un instant pour se calmer. Lorsqu'il les rouvre, son visage est toujours là, immobile, mais il semble différent. Il y a quelque chose de tendre dans cette expression, comme si elle disait « Regarde-moi ». Lucas se sent bizarre, vulnérable. Ça fait longtemps qu'il n'a rien ressenti pour personne. « Je suis désolé », murmure-t-il en réarrangeant les draps sur son corps. « Je n'aurais pas dû regarder autant ». Il retourne au dossier et passe son doigt sur le champ d'identification. Il n'y a qu'une seule ligne vide. Cet espace vide semble plus grand que le papier. Lucas s'appuie contre le mur froid, croise les bras, observe sa respiration, regarde l'horloge. Il est 2h17 du matin. La pièce est remplie d'un silence qui semble attendre quelque chose. Il le sent. Le vent entre par une fissure dans la fenêtre, faisant légèrement bouger le drap. C'est un petit mouvement, mais suffisant pour faire battre son cœur plus vite pendant une seconde. Il s'approche, tenant le tissu pour voir si c'était le vent. Rien ne bouge. Seul le bruit de la pluie et le tic-tac de l'horloge se font entendre. Malgré tout, le malaise persiste. Ce visage, ces mains, cette chaleur qui ne disparaît pas. Quelque chose là-bas ne semble pas mort. Lucas recule d'un pas sans la quitter des yeux. Il parle doucement, comme s'il se parlait à lui-même. « Tu ne sembles pas morte ». Le son de sa propre voix l'effraie un peu. Il reste silencieux, observant. Tout l'hôpital est endormi, mais dans cette chambre froide, quelque chose commence à s'éveiller. Pas dans le corps allongé sur la table, mais en lui, une partie de sa sensibilité qu'il croyait morte avec tout ce qu'il avait perdu. Et ainsi, entre la pluie et le silence, le médecin légiste se tient là, devant une femme sans nom, sentant, sans savoir pourquoi, que quelque chose cette nuit-là n'est pas comme d'habitude. Lucas tient le scalpel entre ses doigts, comme il l'a fait des milliers de fois auparavant. Il respire calmement, les yeux alertes et les mouvements précis. Il s'approche du corps et ajuste la lumière sur la table. Le faisceau blanc tombe directement sur le visage de la femme. Sa peau semble maintenant plus claire et pendant une seconde, il sent son cœur battre différemment, rapidement, sans raison. Il respire, il essaie de chasser cette pensée. « Allons-y », murmure-t-il pour lui-même. Le scalpel touche la peau, un toucher doux, presque sans force. C'est le moment le plus courant et en même temps le plus solennel de son travail. Mais cette nuit-là, la banalité ne dure pas. Un bruit, presque imperceptible. Un léger soupir si doux que Lucas pense l'avoir imaginé. Il s'arrête. Le scalpel reste suspendu dans les airs. Le silence revient, lourd et complet. La lampe clignote. Lucas retient son souffle et entend à nouveau un faible bruit. Un soupir. Le scalpel tombe de sa main et heurte le sol avec un bruit métallique. Lucas recule d'un pas. Le corps sur la table bouge, presque imperceptiblement, mais il bouge. La poitrine se soulève légèrement, et avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, un deuxième soupir, plus fort, se fait entendre, un murmure incrédule. L'air semble disparaître de la pièce. Il fixe du regard sans cligner des yeux, puis lentement, comme si elle se réveillait d'un profond sommeil, les paupières de la femme tremblent. Ses yeux s'ouvrent, verts, si verts qu'un frisson parcourt tout son corps. Il y a de la vie là. Il y a de la confusion, de la peur, de la douleur, mais de la vie. Lucas est sans voix. Le bruit de la pluie dehors devient un bruit lointain. Il sent le sang battre dans ses tempes, son cœur battre très fort, l'air coincé dans sa gorge. Madame, sa voix sort rauque, presque sans force. Ses yeux bougent, perdus, essayant de comprendre où elle est. Elle essaye d'ouvrir la bouche, mais n'y arrive pas.
Sa gorge émet un son rauque, humide et saccadé. Elle essaie de respirer et s'étouffe. Calmez-vous, calmez-vous. Lucas s'approche, ne sachant pas s'il doit la toucher ou s'éloigner. Ne parlez pas, respirez, essayez de respirer. La femme halète, toussant doucement. Sa langue semble lourde, sa poitrine bouge avec un effort visible. Tout son corps semble lutter pour revenir. Lucas regarde autour de lui, ne sachant pas quoi faire en premier. La sueur coule sur ses tempes. Le scalpel est toujours par terre, oublié. Il s'approche. « Tu m'entends » demande-t-il à nouveau, le cœur battant. Elle essaie de répondre, mais seul un gémissement sort, presque un murmure. Ses lèvres bougent, mais les mots se perdent. Ses yeux cherchent désespérément les siens. Lucas sent ses jambes trembler. L'air devient lourd. Son corps se fige un instant. Le temps s'arrête. Il comprend ce qu'il voit, mais son cerveau refuse de l'accepter. « Mon Dieu !» murmure-t-il en reculant de 2 pas. « Mon Dieu !» La chaise derrière lui tombe, le bruit résonnant dans la pièce. Son cœur bat à toute vitesse. Il s'appuie contre le mur, pâle. Le corps sur la table bouge à nouveau, un léger spasme, presque un tremblement. Sa poitrine se soulève, l'air entre, et un son doux, presque un cri, sort de sa bouche. « Au secours !» semble-t-elle dire entre 2 sanglots. Lucas sent le sol disparaître sous ses pieds, ses mains trembler. Il court vers elle, prend son pouls et sent un battement de cœur faible mais réel. « Elle est en vie !» dit-il, incapable de cacher sa surprise. « Mon Dieu, elle est en vie !» La lumière brille sur la sueur de son front. Il ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. Son cœur bat comme il ne l'a pas fait depuis des années. Le monde tourne. Le bruit de la pluie revient, martelant bruyamment la vitre. La femme essaie de tourner la tête et tousse. Sa voix est rauque. « Où suis-je » Lucas s'étrangle avec ses propres mots. Lui qui a toujours été un homme maître de lui-même, il tremble maintenant de tout son corps. « Vous êtes à l'hôpital » répond-il rapidement, la voix tremblante. « Calmez-vous, ne bougez pas, je vais appeler à l'aide. » Mais il ne bouge pas. Il reste là, à regarder ses yeux verts qui le fixent, comme s'il lui demandait quelque chose qu'il ne comprend pas. Elle essaie de prendre une grande bouffée d'air, mais l'air lui manque. Son corps s'affaiblit. Il se penche vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Reste avec moi, tu m'entends ? Reste avec moi. » Sa main bouge légèrement, effleurant presque la sienne. C'est un petit geste mais suffisant pour le briser. Il sent une boule dans sa gorge, sa poitrine se serre et il murmure sans s'en rendre compte « Je te croyais morte ». La femme ferme les yeux, son corps tremblant encore de faiblesse. Le bruit de sa respiration remplit la pièce comme une prière. Lucas recule d'un pas, ne sachant pas s'il doit pleurer, crier ou s'agenouiller. Sa tête tourne. Il s'appuie contre le mur, essayant de respirer, mais il n'y arrive pas. Ce qui vient de se passer est impossible. En quelques secondes, des bruits de pas commencent à résonner dans les couloirs de l'hôpital. Le bruit des chaussures sur le sol mouillé se mêle à la pluie qui continue de tomber dehors, insistante et implacable. La porte de la salle d'autopsie s'ouvre avec un coup sec, heurtant le mur. 2 infirmières se précipitent, effrayées. « Que s'est-il passé, docteur ?» demande l'une d'elles, ne comprenant pas ce qu'elle voit. « Elle a respiré !» crie Lucas en montrant la table. « Elle est vivante, bon sang !» L'infirmière regarde le corps et pâlit. « Mais cette femme avait déjà été déclarée morte !» dit-elle en courant vers la civière. « J'ai vu le rapport moi-même !» Lucas ne répond pas. Il se prend juste la tête. Tout son corps tremble. Il a l'impression que son cœur va exploser dans sa poitrine. Une autre infirmière arrive, poussant un chariot avec du matériel. L'alarme d'urgence de l'étage retentit. En quelques secondes, la pièce se remplit de gens, de médecins, d'assistants, qui parlent tous en même temps. « La pression !» crie l'un. « Branchez l'oxygène !» ordonne un autre. « Amenez-la ici, vite !» Le bruit des machines emplit l'air. Tuyaux, câbles, tubes. L'odeur d'alcool et d'adrénaline envahit tout. Lucas recule d'un pas, ne sachant pas où poser son regard. La scène est un chaos contrôlé, mais la peur et la surprise se lisent sur tous les visages. L'un des médecins, le docteur Herrera, s'approche de lui. « Lucas, que s'est-il passé ici ? J'étais sur le point de commencer l'intervention », tente-t-il d'expliquer d'une voix brisée. Elle a soupiré, je l'ai entendu, puis elle a ouvert les yeux. Herrera le regarde, incrédule. « C'est impossible, elle a été déclarée morte il y a plus d'1 heure. »« Oui, » répond-il, les larmes aux yeux, et pourtant, elle est revenue. L'autre médecin regarde la femme allongée sur la table. Son corps est maintenant couvert de fils et de tubes. Une des infirmières dit « Son pouls est faible, mais il est là. » Le temps semble s'être arrêté. Tout le monde se regarde. Un silence bizarre remplit la pièce.
Même la pluie semble se calmer pendant une seconde. L'impossible se produit sous leurs yeux. « Augmentez l'oxygène », dit Herrera. « Vite, stabilisons-la ». La femme respire difficilement. Sa poitrine se soulève et s'abaisse de façon irrégulière. Le moniteur cardiaque commence à afficher de petits pics. Bip, bip, bip. Lucas sent son corps trembler. L'infirmière le regarde et lui dit doucement « Docteur, elle revient ». Il ferme les yeux un instant, comme pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Ses mains tremblent encore. L'air semble trop lourd pour respirer. « Continuez les compressions thoraciques légères », dit Herrera. « Voyons si on peut stabiliser son rythme ». Les minutes qui suivent sont un mélange de précipitation et de tension, de va-et-vient, de voix qui se croisent, de bruits irréguliers des appareils intraveineux et du souffle de l'oxygène. Lucas observe tout sans cligner des yeux, le visage pâle, les gants couverts de sueur. Peu à peu, sa poitrine se soulève plus fortement. L'air entre, sort, entre à nouveau. Le moniteur cardiaque commence à afficher un rythme régulier. « Elle se stabilise », dit un médecin soulagé. Son cœur bat. Tout le monde dans la pièce pousse un soupir de soulagement. Une infirmière s'appuie contre le mur, respirant profondément comme si elle venait de courir un marathon. Lucas s'approche lentement. Le son du moniteur est la seule chose qui compte maintenant. Chaque bip est comme un coup dans sa poitrine. « Mon Dieu !» murmure-t-il, d'une voix à peine audible. Son cœur bat. L'infirmière confirme 62 battements par minute en augmentation lente. Il va s'en sortir. Les yeux de Lucas se remplissent de larmes. Il essaie de les cacher, mais n'y parvient pas. Il détourne le visage et les essuie rapidement avec le dos de la main. « Comment est-ce possible ?» demande quelqu'un, encore sous le choc. Un des médecins répond, incrédule. Ça devait être une hypothermie profonde. Le corps devient si froid que les signes vitaux disparaissent. Ça peut ressembler à la mort, mais c'est comme si le corps s'endormait. Un autre ajoute que sa température devait être très basse. Elle a été déclarée morte, mais elle ne l'était pas. Ces mots font frissonner Lucas. Il regarde la femme, toujours inconsciente, et comprend la cruelle ironie de la situation. Le corps qu'il s'apprêtait à ouvrir se bat maintenant pour rester en vie. Un silence respectueux envahit la pièce. Personne ne parle, personne ne bouge. Tout le monde la regarde, respirant profondément, essayant de comprendre ce qu'ils viennent de voir. Au bout d'un moment, l'infirmière ajuste les draps, essuie la sueur sur le front de la patiente et regarde Lucas avec un mélange de peur et d'espoir. « Docteur, si vous ne l'aviez pas remarqué, elle serait morte. » Lucas sent sa poitrine se serrer. Ces mots le frappent durement. Il prend une profonde inspiration et s'appuie sur la table, essayant de rester stable. « J'étais sur le point de tuer une femme vivante, » murmure-t-il. Sur le point. Herrera pose sa main sur son épaule. « Tu l'as sauvée, Lucas. C'est tout ce qui compte maintenant. » Mais Lucas ne répond pas. Il regarde juste le corps qui, quelques minutes auparavant, était simplement celui d'une femme sans nom. Le son de son cœur reste régulier, chaque battement rappelant que la mort fait parfois des erreurs. Dehors, la pluie commence à se calmer petit à petit. Elle devient un murmure à l'intérieur de la pièce. Sa respiration commence à se stabiliser. Le chaos redevient silence, mais cette fois, c'est un silence plein de vie. Lucas enlève ses gants, passe ses mains sur son visage et laisse échapper l'air lourd qui était resté coincé en lui pendant des heures. Plus tard, la lumière du soleil entre timidement par la fenêtre de la pièce. Le chant des oiseaux à l'extérieur se mêle au bruit lointain des chariots de médicaments dans le couloir. L'hôpital, qui semblait être un lieu hanté pendant la nuit, est maintenant plein de vie, mais l'atmosphère dans la chambre reste silencieuse. La femme allongée bouge lentement ses doigts. Le drap blanc se soulève et s'abaisse au rythme lent de sa respiration. Le moniteur affiche un rythme cardiaque régulier et doux. Elle ouvre les yeux avec difficulté, comme si elle portait le poids du monde entier. Pendant un instant, elle ne comprend rien. Le plafond blanc, la fenêtre, le bruit des machines. Tout lui semble étrange et déplacé. Elle essaie de bouger, mais son corps est faible. Sa voix est rauque, presque un murmure. Sa voix est rauque, presque un murmure. Où suis-je ? Lucas, assis dans un coin de la pièce, se lève lentement. Il a passé la nuit là sans dormir, sa robe de chambre est froissée, son visage fatigué, ses yeux rouges. Mais quand il entend sa voix, quelque chose en lui se réveille. Il s'approche calmement, en essayant de ne pas l'effrayer. « Tu es à l'hôpital, dit-il. »« Santa Esperanza », répond-elle d'une voix basse et calme, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui vient de se réveiller d'un cauchemar. « Ils t'ont trouvé dans la rue. Il faisait très froid. » Elle tourne lentement la tête pour le regarder, fronçant les sourcils, perplexe. « L'hôpital, répète-t-elle. Je ne me souviens pas. » Lucas hoche la tête. « Ce n'est pas grave. Ne te fatigue pas.
L'important, c'est que tu sois en vie. » Elle ferme les yeux un instant. Un tremblement passe sur ses lèvres. Ses mains fragiles cernent le drap. « En vie », murmure-t-elle, comme si elle savourait ce mot. « Je ne devrais pas être en vie. » Lucas sent une boule dans sa gorge et reste silencieux, ne sachant pas quoi dire. Il remarque son regard perdu et lourd, rempli d'un sentiment qu'il connaît bien, la culpabilité. Elle prend une profonde inspiration, essayant de se souvenir. Des larmes commencent à couler lentement, humidifiant le coin de ses yeux. Elle essaie de parler, la voix brisée. « Je me souviens du froid, de la pluie et de mon envie que tout cela s'arrête. » Lucas fait un pas en avant, mais s'arrête. Le son de sa confession est si sincère, si brut, qu'il lui retourne l'estomac. « Calme-toi, » dit-il doucement. « Tu n'as pas besoin de parler de ça maintenant. » Mais elle continue comme si les mots devaient sortir. « J'étais fatiguée, » dit-elle en sanglotant. « Fatiguée de moi, de tout. Je voulais juste ne plus rien ressentir. » Les pleurs jaillissent, un cri étouffé, contenu, qui semble venir d'un endroit profond et ancien. Elle se couvre le visage de ses mains, tremblantes. Tout son corps semble demander pardon d'exister. Lucas s'approche, ne sachant pas s'il doit la toucher. Après un moment, il tend lentement la main et lui touche l'épaule. « Hé, regarde-moi !» Sa voix est ferme mais pleine d'attention. « Tu as traversé quelque chose de très difficile, je sais, mais maintenant tu as une chance. Tu es en vie. Respire. » Elle le regarde, toujours en pleurs, ses yeux verts maintenant remplis de larmes, brillant dans la lumière du matin. « Pourquoi ?» demande-t-elle presque sans voix. « Pourquoi suis-je encore là ?» La question résonne dans l'air. Lucas déglutit. Il pourrait lui donner 1000 explications médicales, mais aucune d'entre elles n'aurait de sens à ce moment-là, alors il se contente de dire ce qu'il ressent. Peut-être parce qu'il y a encore quelque chose qui t'attend. Elle reste silencieuse. Des larmes coulent lentement. Sa poitrine se soulève et s'abaisse de manière irrégulière. Il prend un verre d'eau et le lui tend. Elle essaie de le tenir, mais ses mains tremblent trop. Il l'aide et pendant une seconde, leur contact est léger, humain, réel. Lentement, il dit « C'est vrai ». Elle prend une gorgée, ferme les yeux et respire profondément. « Je pensais que personne ne s'en soucierait », murmure-t-elle. « Personne ne me regretterait. » Lucas se penche un peu, la regardant droit dans les yeux. Il y a toujours quelqu'un qui ressent quelque chose, même si on ne le sait pas. Le silence revient, dense et plein de sens. La femme s'essuie le visage avec le dos de la main. Elle sanglote encore doucement, mais sa respiration commence à se calmer. « Tu étais là hier ?» demande-t-elle d'un ton dubitatif. Il détourne le regard, pensif. « Oui, et vraiment. » Il n'arrive pas à finir sa phrase. Il se contente d'acquiescer, les yeux humides. « Oui, mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Tu es revenu. » Elle se mord la lèvre, essayant de ne pas pleurer à nouveau. « Je ne sais pas si je voulais revenir. » Lucas soupire profondément, la regardant fixement. « Parfois, on ne le veut pas, mais la vie le veut pour nous. » Elle le regarde en silence. Les larmes coulent à nouveau, mais elles sont plus douces, comme si elles emportaient une partie de la douleur qu'elle ressentait à l'intérieur. Il ajuste les draps sur ses épaules d'un geste simple et plein de tendresse. « Repose-toi, » dit-il doucement. « On en reparlera plus tard. » Elle hoche la tête, fatiguée. Ses yeux se ferment lentement, son visage est serein, mais baigné de larmes. Lucas reste là à la regarder pendant quelques secondes. Dehors, le soleil brille sur les feuilles mouillées. Dans la chambre, le son du moniteur continue de marquer le temps. Bip, bip, bip. Lucas s'appuie contre le mur, passe ses mains sur son visage et expire lentement. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne peut expliquer, un mélange de surprise et de gratitude. La femme prend une profonde inspiration sur le lit, comme si elle revenait du fond d'un puits. Tout l'hôpital, même s'il ne le sait pas, semble respirer avec elle, comme si ce matin-là, la vie avait décidé de donner une nouvelle chance non seulement à elle, mais aussi à lui. La pièce est calme. Le soleil de l'après-midi entre par la fenêtre, dessinant un rectangle de lumière sur le sol. La femme est assise sur le lit, les cheveux détachés, les yeux baissés. Ses doigts bougent sans arrêt sur le drap, comme si elle cherchait quelque chose à quoi s'accrocher. Lucas entre lentement, un dossier à la main. Il essaye de sourire, mais son visage a l'air fatigué, marqué par une nuit blanche. « Comment vas-tu » demande-t-il à voix basse. Elle hausse les épaules. « Je suis en vie, c'est déjà ça. » Il s'approche un peu, tire une chaise et s'assoit à côté d'elle. Le bruit du moniteur cardiaque est la seule chose qui remplit le silence entre eux. « Tu as bien dormi ?» insiste-t-il. Elle secoue la tête, lentement. « J'ai trop rêvé. Je me suis réveillé fatigué. » Lucas se contente d'acquiescer. Il attend. Il sait que parfois,
Le silence en dit plus long que n'importe quelle question. Au bout d'un moment, elle pousse un long soupir. « Je peux te dire quelque chose. » Il lève les yeux. Bien sûr. Elle fixe le vide, bougeant ses mains. Sa voix est faible, traînante, à peine plus qu'un murmure. « Je ne suis pas tombé dans la rue comme ils l'ont dit. J'ai sauté. » Lucas sent tout son corps se crisper pendant un instant. Il ne peut même plus respirer. « Comment ?» demande-t-elle, presque dans un murmure. Elle prend d'une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes. « J'étais fatigué, c'est tout. Fatigué d'essayer de faire semblant que tout allait bien. La douleur était trop forte. Je voulais juste que ça s'arrête. » Sa voix se brise. Des larmes commencent à couler silencieusement. Elle serre le drap très fort, comme si elle voulait en extraire tout ce qui restait en elle. J'ai vu la voiture arriver. Elle continue de sangloter, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait enfin trouver la paix. Lucas. Il ne dit rien. Le son de ses mots remplit l'air et le transperce de l'intérieur. Il sent une boule dans sa gorge, une douleur qui rend presque douloureuse la respiration. Ses mains tremblent, cachées dans son écharpe. Elle essuie ses larmes avec le dos de la main, mais « j'ai même échoué à ça », dit-elle amèrement. « Je n'étais même pas assez bonne pour mourir. » Il se lève lentement et se dirige vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Les souvenirs reviennent comme un coup de poing. Le bruit du moniteur, les pleurs dans le couloir, les cris étouffés d'une femme qu'il aimait et qu'il n'a pas pu sauver. 3 ans, et c'est encore comme si c'était hier. Elle le regarde sans comprendre son silence. « Tu penses que je suis un lâche, n'est-ce pas ?» demande-t-il doucement. Lucas tourne son visage vers elle, son regard profond et lourd. « Je ne pense pas que tu aies été blessé, et quand la douleur est trop forte, tu veux juste ne plus rien ressentir. » Elle baisse les yeux, pleurant à nouveau. « Je voulais juste que quelqu'un me voie, » avoue-t-elle. Juste ça. Ces mots le touchent. Il sent sa poitrine se serrer, car c'est ce que sa femme avait dit dans ces derniers jours. « Tu ne me vois plus, Lucas. » Ce souvenir le frappe si fort qu'il doit fermer les yeux pour ne pas pleurer. Le silence envahit la pièce. Aucun d'eux ne parle pendant un moment. Le bruit de l'horloge semble plus fort à l'intérieur. Lucas est brisé. Il essaye de le cacher, mais ses mains tremblent. Il prend d'une profonde inspiration et tente de se ressaisir. Quand il parle, sa voix est ferme, mais pleine d'émotion. « Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un et de penser qu'on ne peut plus continuer. Je sais. » Elle lève les yeux, surprise. « Vous aussi ?» Il hésite un instant, dégluti. « Ma femme, Clara. » Sa voix se brise. Il a besoin de s'arrêter avant de continuer. Elle a aussi abandonné après avoir perdu notre fils. Toute la pièce semble retenir son souffle. La femme met sa main sur sa bouche, émue. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle à travers ses larmes. « Je ne savais pas. Personne ne le sait, » répond-il en regardant le sol. « Et peut-être que je ne l'ai jamais dit à voix haute parce qu'au fond de moi, je voulais aussi disparaître, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. » Elle le regarde en silence. Sa douleur est réelle. Et soudain, elle comprend qu'elle n'est pas la seule à être brisée. « Je n'ai pas pu la sauver, » poursuit Lucas, les yeux remplis de larmes. « Et quand tu es arrivé ici, j'ai pensé que c'était juste un autre décès. Mais quand je t'ai vu respirer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. » Elle le regarde, confuse et émue. « Quoi ?» Il prend d'une profonde inspiration d'espoir. Ses larmes reviennent. Mais maintenant, ce ne sont plus des larmes de désespoir. Ce sont des larmes de quelque chose de nouveau, de petit et de fragile. Il s'approche d'elle et lui prend doucement la main. « Écoute ce que je vais te dire, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Tu n'as pas échoué. La vie t'a donné une seconde chance et je ne te laisserai pas la gâcher. » Elle serre sa main en pleurant. Son regard change. Il y a toujours de la douleur, mais maintenant il y a aussi une étincelle différente, le début de la foi, un petit désir d'essayer à nouveau. « J'ai peur, » avoue-t-elle entre 2 sanglots. « Moi aussi, » répond-il sincèrement, mais aussi avec crainte. Il reste là, se tenant la main, sans se presser, respirant le même air lourd, plein d'émotions. 2 personnes blessées, qui par hasard, ou peut-être pas, se sont trouvées au moment le plus sombre de leur vie. Dehors, le soleil commence à se coucher. Une lumière dorée pénètre par la fenêtre et illumine leur visage. C'est une scène simple, mais elle a quelque chose de sacré, comme si, l'espace d'un instant, le monde entier s'était arrêté pour regarder 2 cœurs qui, après longtemps, battent au même rythme. Le lendemain se lève tranquillement. La pièce où elle se trouve semble plus lumineuse. La lumière du soir entre par la fenêtre, dorant le drap blanc et les cheveux épars posés sur l'oreiller. Lucas est assis près du lit, parcourant des papiers, mais sans jamais la quitter des yeux. Elle se réveille lentement, bougeant la tête,
clignant des yeux à la lumière. Pendant quelques secondes, elle semble perdue, comme si elle essayait de se rappeler où elle est. Puis elle tourne la tête et le voit, silencieux et attentif, avec un regard qui mêle inquiétude et calme. « Tu es toujours là ?» demande-t-elle d'une voix faible, mais plus forte que les jours précédents. Il sourit légèrement. « Oui. » Puis il ajoute, presque en plaisantant. « Tu m'as fait une sacrée peur. J'ai cru que tu ne reviendrais pas. » Elle essaie aussi de sourire, mais la fatigue pèse lourdement sur son visage. « Moi non plus, je ne le pensais pas, » répond-elle en regardant le plafond. Lucas détourne le regard un instant, comprenant que forcer les mots revient à appuyer sur une plaie. Il attend un moment, puis demande avec précaution « Puis-je connaître ton nom ? On a beaucoup parlé hier, mais je ne te l'ai pas demandé. » Elle met un certain temps à répondre. Elle regarde ses mains, les fines marques sur ses doigts, le pansement sur son poignet. Le silence est pesant, mais elle finit par parler. « Talia », il répète lentement, savourant le son. « Talia ». Le mot reste suspendu dans l'air comme s'il avait son propre poids. C'est un mot simple, voire banal, mais il a quelque chose qui le touche profondément, comme s'il avait été créé pour ce moment, pour cette histoire. Il ressent un frisson, et une pensée lui vient sans qu'il l'ait demandé. « Talia, c'est peut-être ce que Dieu voulait me rendre aujourd'hui. » Elle le regarde, ne comprenant pas pourquoi son regard a changé. « C'est un homme ridicule, » dit-elle, essayant de cacher son embarras. « J'ai toujours trouvé que ça sonnait triste. »« Triste ?» demande-t-il avec un petit sourire. « Je trouve que ça sonne beau. Vrai. » Elle fronce les sourcils. « Vrai. Oui. » Il croise les mains sur ses jambes. Talia signifie celle qui fleurit, celle qui est joyeuse. Ça a à voir avec la chose la plus vivante que nous ayons, même quand tout semble mort. La joie est ce qui nous donne envie de continuer. Elle reste silencieuse, comme si ses mots avaient atteint un endroit oublié. Sa respiration change, devenant plus lente. Au bout d'un moment, elle dit doucement « Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie vivante. » Lucas sent une boule dans sa gorge. Il pourrait dire 1000 choses, mais il décide de rester silencieux. Parfois, tout ce qui guérit, c'est un regard attentif. Il la regarde en silence, un silence plein de respect, le même respect qu'il a appris dans le froid des petits matins de la salle d'autopsie. Elle continue dans un murmure « Quand je me suis réveillée ici, j'ai pensé que c'était une punition. Je pensais que je n'étais même pas assez bonne pour mourir, mais maintenant, je ne sais plus. J'essaie de comprendre ce qu'il reste de moi. » Il se penche légèrement en avant, la regardant dans les yeux. « Il reste beaucoup, » dit-il fermement. « Tout est encore là à l'intérieur, seulement fatigué. » Elle le regarde avec un regard différent, un mélange de douleur et de curiosité. « Vous parlez comme si vous me connaissiez. Peut-être que c'est le cas, » répond-il sans détourner le regard. « J'ai vu beaucoup de gens sans vie et aussi beaucoup qui sont vivants à l'extérieur et morts à l'intérieur. Tu n'es pas l'un d'entre eux. » Elle rit un petit rire presque triste. « Tu parles magnifiquement. Je dis ce que je vois, » répond-il simplement. « Et ce que je vois, c'est une femme qui n'a pas encore compris la grande force qu'elle possède. » Elle détourne le regard, honteuse. Dehors, le soleil se couche lentement, peignant le ciel d'orange. La lumière pénètre dans la pièce et touche son visage, montrant qu'il y a encore de la vie là, même si elle est cachée sous la fatigue, la douleur et les marques. Lucas observe ce visage avec une tendresse qu'il n'a pas ressentie depuis des années. C'est comme si chacun de ses traits lui parlait de ce qu'il a lui-même perdu. Sa foi, son espoir, son amour pour les petites choses. Son nom résonne à nouveau dans son esprit. Talia. Il sent une boule dans sa gorge. Elle remarque qu'il est distrait, perdu dans ses pensées. Il sourit, essayant de cacher ce qu'il ressent. « Rien », dit-il, puis, d'un ton plus léger, « ou peut-être tout ». Elle secoue la tête, ne comprenant pas. « Vous êtes bizarre, docteur. » Il rit doucement. « Je pense que je suis devenu comme ça à force de parler autant avec le silence. » Elle sourit aussi, mais son regard change. Elle devient pensive, avec l'air de quelqu'un qui a vu trop de choses pour quelqu'un d'aussi jeune. Ses yeux sont fatigués, mais il y a une douceur qui reste vivante, une sorte de gentillesse triste que l'on ne porte en soi qu'après avoir brisé et réparé son cœur plusieurs fois. « Parfois, j'aimerais être quelqu'un d'autre, » avoue-t-elle à voix basse, quelqu'un qui ne ressent pas autant, qui ne réfléchit pas autant. Lucas se rapproche un peu et j'aimerais parfois pouvoir ressentir davantage. Je pense que c'est comme ça que nous sommes, chacun d'entre nous voulant être quelqu'un d'autre. Elle soupire en regardant par la fenêtre. « Tu penses que les gens peuvent changer ?» Il réfléchit un instant, puis répond. « Je ne pense pas qu'on change. On se souvient juste. On se souvient de ce qu'on était, de ce qu'on a perdu, et on essaye d'y revenir. » Elle le regarde, émue, et lui dit « Tu as déjà réussi à y revenir. » Lucas baisse les yeux, la poitrine serrée. « Pas encore,
mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait le premier pas. Le silence qui suit est doux, presque beau. L'heure passe vite, le soleil a disparu, et la lumière dans la pièce s'adoucit. Talia pose sa tête sur l'oreiller, fatiguée mais calme. Lucas se lève, ajuste la couverture et se dirige vers la porte. Avant qu'il ne parte, elle lui dit doucement « Docteur, merci ». Il s'arrête à la porte, se retourne et sourit. « Pourquoi ? Pour m'avoir regardé comme si j'étais quelqu'un ?» Lucas retient son souffle pendant 1 seconde. Sa voix le transperce. « Vous êtes quelqu'un, Talia. Vous l'avez toujours été. » Elle ferme les yeux et une larme coule. Elle court silencieusement, presque invisiblement. Lucas la regarde un instant, le cœur serré, puis s'en va lentement, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un nouveau départ. Alors qu'il marche dans le couloir, son nom reste dans son esprit. Talia, un nom simple mais qui semblait porter tout ce qu'il pensait avoir perdu cette nuit-là. La foi, la vie et une petite partie de lui-même. Les jours passent lentement à l'hôpital Santa Esperanza. Le temps à l'intérieur semble avoir un rythme différent, pris entre l'odeur de l'alcool, le bruit des pas rapides et le bruit lointain des brancards. Mais dans la chambre 203, le temps passe encore plus lentement. Talia passe des heures à regarder par la fenêtre. Dehors, elle voit le même paysage que d'habitude. Le parking, quelques arbres fatigués par le vent, le ciel gris de Washington City. Parfois, la pluie tombe doucement, coulant sur les fenêtres et formant des chemins qu'elle suit du regard, sans se presser. Elle parle à peine. Quand quelqu'un essaie d'engager la conversation, elle répond par un bref sourire ou par le silence. Son visage, bien que plus coloré, montre toujours une profonde fatigue, une sorte de douleur qui n'apparaît pas dans les tests, mais qui pèse lourdement sur chaque respiration. Lucas passe tous les jours. Au début, il s'est dit que c'était juste une routine, un moyen de vérifier son rétablissement, mais au fond, il sait que ce n'est pas le cas. Il vient parce qu'il le veut, parce qu'il a besoin de revoir ses yeux, même s'ils sont tristes. Un matin, il arrive avec une tasse de café fumant. Il frappe doucement à la porte. « Je peux entrer ?» Elle lève les yeux, surprise. Bien sûr. Il entre lentement, essayant de cacher sa nervosité. Il pose le café sur la table de chevet. « J'ai pensé que ça te plairait. C'est le même que je bois. C'est peut-être trop fort. » Il essaye de plaisanter avec un sourire timide. Elle tient la tasse à 2 mains. La vapeur s'élève, réchauffant son visage pâle. « Merci », dit-elle, sans le regarder directement. Le silence revient, mais c'est un silence différent, pas lourd, le genre de silence qui survient lorsque les mots sont encore en train de se former à l'intérieur. Les jours suivants, il répète le geste. Parfois, il apporte du café, parfois, il arrive simplement et s'assoit sur une chaise pour lire quelque chose. Il ne parle pas beaucoup, il est juste là. Et petit à petit, Talia commence à s'habituer à sa présence. Mercredi, il entre avec un petit bouquet de fleurs du jardin de l'hôpital, simple, soigneusement cueilli, de petites roses jaunes, légèrement tordues, mais pleines de vie provenant de l'arrière-cour, dit-il en posant les fleurs sur la table. Personne n'en prend vraiment soin, mais elles fleurissent quand même. Elle regarde les fleurs, puis le regarde. « Elle me ressemble », dit-elle d'un ton léger, presque enjoué. Lucas sourit. « Oui, peut-être. » Elle regarde à nouveau par la fenêtre et le sourire disparaît. Son regard se perd à l'horizon. Il remarque le changement et demande avec précaution « Tu penses encore à ce qui s'est passé ?» Elle reste silencieuse pendant un long moment, puis répond sans le regarder. « Tout ». Cette phrase sonne comme une libération, un poids qu'elle porte seule. Lucas comprend. Il reconnaît ce genre de douleur. C'est la douleur qui survient la nuit, qui serre la poitrine lorsque le monde devient très calme. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» poursuit-elle, la voix brisée. « C'est de penser que j'ai abandonné, que je me suis laissée seule, que quelqu'un m'a trouvée par terre et a dû penser « Pauvre petite, c'est ce que je suis devenue, une pauvre petite. » Lucas sent une boule dans sa gorge. Il veut dire quelque chose qui la réconfortera, mais aucun mot ne peut guérir ça. Alors il s'approche d'elle et lui parle d'une voix basse et sincère. Parfois, le regret est le premier signe qu'on veut vivre. Elle le regarde un instant, les yeux remplis de larmes. « Je ne sais pas si je veux vivre. Je sais juste que je ne veux plus souffrir. » Il se rapproche un peu, sans envahir son espace. La douleur ne disparaît pas soudainement, mais elle change de place. Parfois, elle devient autre chose. Elle secoue la tête, essuyant ses larmes. « Tu parles comme quelqu'un qui comprend. »« Je comprends », répond-il doucement, plus qu'il ne le devrait. Ils se regardent en silence. Il existe une sorte de compréhension qui n'a pas besoin de mots. 2 personnes brisées qui se reconnaissent dans les jours qui suivent. La routine se répète. Il arrive toujours à la même heure, parfois avec du café, parfois avec des fleurs fraîches, et elle commence à l'attendre. Elle ne le dit pas, elle ne l'admet pas,
mais ses yeux le montrent, car quand il entre dans la pièce, son visage s'adoucit. Quand il dit au revoir, son regard s'assombrit un peu. Un après-midi, il arrive et la trouve en train de dessiner avec un stylo bleu sur un bout de papier. Des lignes informes, des gribouillis. « Tu fais de l'art moderne », plaisante-t-il, essayant de la faire sourire. Elle le regarde et répond « J'essaie de me rappeler comment tenir un stylo. Je n'ai rien écrit depuis longtemps. Qu'est-ce que tu aimerais écrire ?» demande-t-il. Elle réfléchit un instant et dit « Des excuses ». Lucas fronce les sourcils. « À qui ? À moi-même » dit-elle, la voix brisée, mais elle continue. « Pour avoir laissé la tristesse prendre le contrôle de ma vie. » Il reste silencieux, le cœur serré. Il a envie de la serrer dans ses bras, mais il ne bouge pas. Il se contente de la regarder avec respect. Elle laisse tomber le stylo et regarde à nouveau par la fenêtre. Son reflet apparaît dans la vitre, un visage jeune marqué par une vieille douleur. « C'est bizarre », dit-elle d'un air pensif. « Les gens me regardent et pensent que je vais mieux, mais à l'intérieur, je suis toujours brisée. » Lucas répond d'une voix calme et pleine de tendresse. « Personne ne guérit en une semaine, Talia. Parfois, ça prend toute une vie. » Elle le regarde et, pour la première fois, lui sourit sincèrement. C'est un petit sourire timide, mais il est réel. « Merci de ne pas avoir cessé de venir. Je viens parce que j'en ai envie, » dit-il sincèrement, « et parce que tu me rappelles que la vie, même lorsqu'elle semble silencieuse, continue de résonner. » Elle ne répond pas. Elle le regarde simplement avec une lueur différente dans les yeux, un regard reconnaissant. Toujours triste, mais reconnaissante. Lorsqu'il se lève pour partir, elle l'appelle « docteur ». Il se retourne. « Oui, les fleurs d'aujourd'hui », dit-elle en montrant la petite table. « Elles sont un peu fanées, mais elles sont toujours jolies. » Il sourit, comme nous parfois. Elle rit doucement, son rire mêlé de larmes, et il quitte lentement la pièce, emportant avec lui le son de ce rire, le premier depuis qu'il l'a rencontré dans le couloir. Lucas s'arrête un instant et prend une profonde inspiration. Il regarde le sol, puis le plafond. Son cœur est lourd, mais vivant à l'intérieur. Talia regarde à nouveau par la fenêtre. Son reflet a maintenant un nouveau détail. Le regret est toujours là, mais à côté se trouve une petite étincelle, discrète mais réelle. La matinée commence comme toutes les autres à l'hôpital Santa Esperanza. Le bruit des pas précipités, la forte odeur de café et de désinfectant, les voix fatiguées de ceux qui vivent entre la vie et la mort. Lucas marche dans le couloir, des papiers à la main, sa blouse froissée et le regard perdu. Il passe devant la réception et, avant d'atteindre la porte, il entend des pleurs différents, profonds, provenant de quelqu'un qui porte un désespoir caché depuis longtemps. Une femme aux cheveux gris, avec un foulard à fleurs, se tient devant la réceptionniste, les mains tremblantes, tenant une photo froissée, la voix brisée à chaque mot. « S'il vous plaît, c'est ma fille. Elle a disparu depuis des semaines. Personne ne veut me donner de réponse. Personne. » Lucas s'arrête. Quelque chose dans cette voix le glace de l'intérieur. Il s'approche lentement, le cœur battant sans raison. « Madame, que s'est-il passé ?» demande-t-il, essayant d'être gentil. Elle le regarde avec des yeux rouges et remplis de larmes. « Ma fille a disparu, docteur. Depuis cette nuit pluvieuse, je l'ai cherchée partout. Je suis allé avec la police dans les hôpitaux, dans les églises. Rien. » Elle lui tend la photo. La voix brisée est la sienne. « Est-elle ici ? Regarde. » Lucas prend la photo un instant. Le monde s'arrête, sa main tremble, son souffle se coupe. La femme sur la photo a les yeux verts, les mêmes yeux, le même visage fatigué et fragile. Vivant dans sa mémoire, c'est Talia. Le sol semble disparaître sous ses pieds. Il doit s'appuyer sur le comptoir pour ne pas tomber. « C'est votre fille ?» demande-t-il, presque sans voix. « Oui, monsieur. » La femme essuie ses larmes avec le dos de sa main. Elle s'appelle Talia Mercedes. Elle a 30 ans. C'est une fille bien. Elle était juste triste. Elle est triste depuis qu'elle a perdu son boulot. Sa voix le trahit à nouveau. Je veux juste savoir si elle va bien. Lucas ferme les yeux une seconde. Son cœur bat à toute vitesse. Il sent le poids de quelque chose de plus grand que lui, comme si le destin avait pris un autre tournant sans prévenir. « Madame, dit-il prudemment, je pense que vous devez venir avec moi. » La femme le regarde, confuse. « Vous savez quelque chose ? Venez. » Il lui fait signe de le suivre, mais lentement. « Oui, madame. » Mercedes serre son sac à main contre sa poitrine. Chaque pas dans le couloir est lent et tendu, rempli à la fois d'espoir et de peur. Lucas sent ses mains transpirer. Il sait qu'il est sur le point de changer le monde de cette femme en quelques secondes. Lorsqu'ils atteignent la porte de la chambre, il s'arrête et prend une profonde inspiration avant de l'ouvrir. « Elle est ici, » dit-il doucement, mais elle doit se préparer. La femme porte ses mains à son visage, tremblante. « C'est ma fille.
Il hoche simplement la tête et pousse lentement la porte. Talia est assise sur le lit, le regard perdu par la fenêtre, distraite. La lumière pénètre doucement, illuminant ses cheveux détachés. Lorsqu'elle entend le bruit de la porte, elle se retourne un instant. Le temps s'arrête. Leurs regards se croisent pendant 1 seconde, 2 secondes. Le monde entier tient dans ce regard. Talia pâlit. « Maman ». Le mot sort presque muet, comme si elle avait peur que ce soit un rêve. Doña Mercedes se couvre la bouche avec ses mains, le corps tremblant, les larmes coulant avant qu'elle ne puisse répondre. « Talia, mon Dieu, c'est toi ?» Talia baisse les yeux, honteuse, les mains serrant le drap. « Maman, Sa voix la trahit. « Je pensais que tu ne m'aimais plus. » La femme court vers le lit et la serre fort dans ses bras, comme si elle retrouvait une partie perdue de son corps. Elles pleurent ensemble, incapables de parler. Les pleurs sont forts, déchirants, pleins de soulagement et de culpabilité. « Je pensais que tu me détestais, » dit Talia en sanglotant contre l'épaule de sa mère. « Je ne voulais pas te faire honte. Je voulais juste disparaître, maman. Disparaître pour toujours. » Doña Mercedes tient le visage de sa fille entre ses mains, la forçant à la regarder. « Te détester, » dit-elle d'une voix tremblante. « Jamais, ma fille, jamais. J'ai juste demandé à Dieu de te ramener tous les jours, toutes les nuits. » Les larmes coulent sur leurs 2 visages. Lucas observe la scène depuis l'embrasure de la porte, les yeux humides. Son cœur se serre comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Il voit cette scène et sent quelque chose en lui se briser et se réparer en même temps. La mère caresse les cheveux et le visage de sa fille comme pour s'assurer que c'est bien réel. « Tu es vivante, mon Dieu, tu es vivante. Pardonne-moi, Talia. Je n'en pouvais plus. Je pensais que si je disparaissais, personne ne souffrirait. J'ai souffert, ma fille. » Doña Mercedes pose son front contre le sien. Chaque jour sans toi était une mort différente. La pièce semble petite pour contenir tant d'émotions. Le son de ses pleurs emplit l'air. Le soleil brille à travers la fenêtre, bénissant l'étreinte entre les 2 femmes. C'est une étreinte qui dit tout, le regret, le pardon, l'amour. Lucas recule d'un pas, respectant ce moment. Il s'appuie contre le mur, essayant de retenir ses larmes. Il comprend ce qu'il voit. C'est le genre de scène qui n'arrive qu'une fois dans une vie, quand la douleur et le miracle se rencontrent au même instant. Mercedes sèche ses yeux et, sans lâcher sa fille, le regarde. « Vous avez sauvé ma petite fille », dit-elle d'une voix brisée. « Comment puis-je vous remercier ?» Lucas secoue la tête, incapable de parler. « J'ai juste essayé de dire, mais sa voix se brise. J'ai juste fait ce que je devais faire. » La femme sourit à travers ses larmes. « Dieu s'est servi de vos mains, docteur. J'ai demandé un miracle, et il m'a amené ici. » Talia serre fort la main de sa mère. Les 2 se regardent avec cet amour silencieux que seuls ceux qui ont perdu quelqu'un peuvent comprendre. Lucas leur jette un dernier regard avant de partir. Dans le couloir, il s'arrête un instant, passe sa main sur son visage, prend une profonde inspiration et sent son cœur battre comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Derrière la porte, on entend encore leur voix. Des pleurs, des rires brisés, le bruit de la vie qui revient. L'hôpital est endormi. Les couloirs sont vides. Le bruit des pas s'est perdu il y a des heures. Seule l'horloge marque le temps et le doux bruit des respirateurs. Il se souvient que la vie, bien que silencieuse, est toujours là, à l'intérieur. Dans la chambre 203, la lumière est faible, presque éteinte. Talia est réveillée, allongée sur l'oreiller, les yeux fixés au plafond. Lucas entre lentement, sa robe de chambre pendante sur son corps fatigué. Toujours éveillé, il demande d'un ton calme, presque comme un père. Elle sourit légèrement. Je n'arrivais pas à dormir. Quand ma tête commence à se souvenir, le sommeil s'en va. Il s'approche, tire une chaise et s'assoit à côté du lit. C'est toujours comme ça, dit-il. La nuit nous fait trop réfléchir. Pendant un moment, il reste silencieux. Seul le bruit du moniteur cardiaque remplit la pièce, ce bip constant qui bat au rythme de son cœur. « Docteur », dit-elle d'une voix faible et fragile, « croyez-vous au destin ?» Lucas réfléchit avant de répondre. Il croise les mains, regarde le sol, puis la regarde. « Je pense que parfois, la vie nous donne une seconde chance, non pas pour revenir en arrière, mais pour apprendre à prendre soin de ce qui reste. » Malian, Talia reste silencieuse, les yeux remplis de larmes. Elle regarde par la fenêtre où la lune brille faiblement sur la vitre. « Prendre soin de ce qui reste ?» répète-t-elle en savourant ses mots. « J'aime cette expression. C'est la seule chose qui me reste à croire, » dit-il avec un sourire fatigué. « Moi aussi. J'ai déjà perdu plus que je ne pouvais supporter. » Elle le regarde un instant, voyant dans ses yeux une tristesse qu'elle reconnaît. « Tu parles comme quelqu'un qui sait ce que c'est que de perdre quelqu'un.
y hausse simplement les épaules, ne voulant pas rouvrir de vieilles blessures. La perte est le prix de l'amour, mais l'amour en vaut toujours la peine, toujours. Elle baisse les yeux et joue avec ses mains, ses doigts agités sur le drap. « Je ne sais toujours pas si je mérite cette seconde chance », avoue-t-elle, la voix brisée. « J'ai honte, honte d'être en vie, d'avoir voulu abandonner. » Lucas se penche légèrement en avant, le regard ferme et doux. « Personne ne revient par hasard, Talia. Si tu es ici, c'est parce qu'il y a encore quelque chose que tu dois faire. » Elle prend d'une profonde inspiration, les larmes coulant lentement sur ses joues. « J'aimerais juste avoir le courage de vivre sans craindre de retomber. » Il prend un mouchoir et le lui tend, lui souriant tendrement. Tomber fait partie du voyage. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite. Elle essuie ses larmes, essayant de se ressaisir. « Parfois, j'ai l'impression que tu parles à l'âme des gens, » dit-elle, avec un petit rire et une voix tremblante. « J'ai appris à écouter ce que les gens ne disent pas, » répond-il, le regard perdu un instant dans le vide. L'horloge sonne presque 2 heures du matin. La nuit est calme, mais quelque chose dans l'air change. Talia prend une profonde inspiration, essaie de s'installer dans son lit, et soudain, sa poitrine cesse de se soulever, l'air ne lui parvient plus. Son visage pâlit rapidement. « Talia !» Lucas bondit. « Talia, écoute-moi. » Elle pose sa main sur sa poitrine, le regard désespéré, essayant d'aspirer l'air qui ne vient pas. Le moniteur se met à biper désespérément, bip, 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 jusqu'à ce que le son se transforme en un long silence continu. « Non, non, non !» crie Lucas en attrapant le tube à oxygène. « Reste avec moi, regarde-moi !» La pièce se remplit de voix, de bruits de pas, de mouvements. Les infirmières se précipitent, les lumières s'allument. Lucas prend le contrôle, les mains fermes même si son cœur est en panique, l'adrénaline en ébullition. Il donne des ordres tout en commençant les compressions thoraciques. « Allez, Talia, reviens-moi !» Les secondes deviennent éternelles. La sueur coule sur son visage. Le bruit des pas de l'équipe semble lointain. Seul son corps immobile et le bip constant du moniteur restent. « Allez, Talia !» murmure-t-il en appuyant sur sa poitrine. « Tu avais promis de faire plus d'efforts. Encore des compressions, encore des tentatives. » Le silence pèse lourdement jusqu'à ce que soudain, un faible soupir, petit mais suffisant pour arrêter le temps. Le moniteur bip à nouveau. Bip, bip. Elle est en vie, lentement mais sûrement. Lucas recule d'un pas, incapable d'y croire. Tout son corps tremble. Des larmes coulent avant qu'il ne s'en rende compte. Il lui prend la main et sent la chaleur revenir. Les infirmières poussent un soupir de soulagement. Le bruit s'estompe. L'une d'elles demande « Docteur, tout va bien ?» Lucas ne répond pas. Il regarde simplement comme si le monde entier se trouvait dans cet instant. Talia ouvre les yeux, fatiguée. Sa respiration est encore courte et faible, mais elle le regarde avec un regard calme, presque serein, et murmure avec effort. « Je ne pense pas avoir fini ce que je suis venu faire ici. » La phrase reste suspendue dans l'air comme un soupir divin. Lucas sent son corps frissonner, son cœur battre à toute vitesse. Il lui tient la main fermement, incapable de dire quoi que ce soit. Elle referme les yeux, épuisée. Le moniteur continue de battre à un rythme lent et régulier, le plus beau son que Lucas ait jamais entendu. Il pose son front sur le bord du lit, prend une profonde inspiration et laisse couler ses larmes. Dehors, la nuit reste silencieuse. À l'intérieur de cette chambre, éclairée par une lumière pâle, la vie vient de gagner une fois de plus. Ce matin-là, le soleil était différent. Le jardin de l'hôpital Santa Esperanza était silencieux. Tout ce qu'on entendait, c'était le bruissement des feuilles et les oiseaux qui venaient chercher des miettes près des bancs. Le vent soufflait doucement, avec une odeur d'herbe humide et de fleurs fraîches. Talia marchait lentement, encore faible, mais avec un pas plus assuré qu'à son arrivée. Le foulard léger couvrait ses épaules et ses cheveux lâchés bougeaient avec le vent. Lucas la suivait de près, la planche à la main, essayant de cacher le nœud qu'il sentait dans sa poitrine. Il avait vu beaucoup de gens quitter cet hôpital, mais aucun adieu ne l'avait autant affecté que celui-ci. Il s'approcha et resta à côté d'elle pendant quelques secondes. Tous deux regardèrent le jardin en silence. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-elle sans le regarder. « Je n'avais jamais remarqué que cet endroit était plein de vie. Parfois, on ne voit les choses que lorsqu'on veut revivre, » répondit-il d'une voix douce. Talia sourit un peu, puis s'assit sur un banc en bois, le corps encore fatigué, mais le regard différent. Il y avait de la lumière même parmi les cicatrices. Docteur L commença d'une voix douce mais ferme. « J'ai failli tout détruire parce que je ne supportais pas la douleur. » Lucas s'assit lentement à côté d'elle et resta silencieux. Il savait que le moindre mot déplacé pourrait gâcher ce moment. « La douleur est... » tenta-t-il de dire, mais elle l'interrompit. « Je sais.
Elle prit une profonde inspiration, regardant ses mains. La douleur te fait voir le monde déformé. Je pensais que j'étais un fardeau pour tout le monde, même pour Dieu. Je voulais juste disparaître. Il la regarda intensément, et le vent fit légèrement bouger son mouchoir. Talia tourna le visage et le regarda enfin dans les yeux. « Qu'est-ce qui t'a fait changer ?» demanda-t-il d'un ton simple, mais plein de curiosité. Elle mit un moment à répondre, le regard perdu dans les fleurs jaunes qui poussaient près du mur. Puis elle parla doucement, presque dans un murmure. « La façon dont tu me regardais. » Lucas fronça les sourcils, perplexe devant son regard. Il marqua une pause, cherchant ses mots. « On aurait dit que tu regardais quelqu'un, pas un corps, pas une erreur, juste quelqu'un. » Le silence qui suivit était à la fois lourd et magnifique. Lucas détourna le regard, essayant de cacher ce qu'il ressentait, mais ses émotions le trahirent. Ses yeux se remplirent de larmes. Il prit une profonde inspiration, mais sa voix le trahit lorsqu'il tenta de parler. « J'ai juste fait mon boulot, » dit Lucas. Talia sourit tendrement. « Non, docteur, vous m'avez vu alors que je ne pouvais même pas me voir moi-même, et personne n'avait jamais fait ça avant. » Des larmes coulaient déjà sur son visage, sans qu'elle puisse les cacher. Elle s'essuya le visage avec la main, cachant ses larmes derrière un sourire en coin. « Tu es plus forte que tu ne le penses. »« Non, docteur. » Elle secoua la tête. « J'ai juste appris à voir la douleur différemment, et c'est toi qui me l'as appris. » Le vent souffla un peu plus fort, faisant bouger les fleurs. Lucas leva les yeux vers le ciel, essayant de se calmer. « La vie est étrange, n'est-ce pas ?» dit-il. « Parfois, elle nous tire de l'obscurité, mais elle ne nous dit pas pourquoi. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de le faire, répondit-elle. Peut-être devons-nous simplement être reconnaissants et aller de l'avant. » Il sourit, les yeux encore humides. Ils restèrent là un moment sans parler, profitant simplement de la douceur de l'air du jardin. Le bruit lointain d'une ambulance rompit le silence, leur rappelant que le monde continuait de tourner à l'extérieur. Talia se leva prudemment. « Je pense qu'il est temps pour moi de partir. » Il la sentit s'éloigner, mais resta assis, la regardant. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta et se retourna. « Docteur, » dit-elle. « répondit-il en s'essuyant rapidement les yeux. « Pensez-vous qu'on puisse renaître sans mourir d'abord ?» Il réfléchit un instant, puis répondit d'une voix calme. « Je pense que c'est exactement ce que vous venez de faire. » Elle lui adressa un sourire sincère, plein de gratitude, et s'éloigna lentement dans le couloir menant à la sortie. Plus tard, lorsque Lucas revint dans la chambre, la fatigue le submergea. Il retira sa blouse, laissa le dossier sur la table et prit une profonde inspiration. La pièce semblait maintenant trop vide. L'horloge marquait la fin d'une autre garde, mais son cœur était léger, différent. Alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir, il remarqua quelque chose sur la table. Un morceau de papier plié, maintenu par une fleur jaune, identique à celle du jardin. Il reconnut immédiatement l'écriture délicate, presque tremblante. Il ouvrit le mot. « Merci de m'avoir rappelé que j'existe encore. Tu m'as sauvé plus que la vie. Tu m'as sauvé l'envie de vivre. » Lucas tint le papier à deux mains. Les mots tremblaient devant ses yeux, brouillés par les larmes. Il resta là, à lire et relire, comme s'il ne voulait pas que ça s'arrête. Il se pencha en arrière sur sa chaise et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange. Dans sa poitrine, il y avait un silence rempli non pas de vide, mais de paix. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Lucas pleura, non pas de douleur, mais de gratitude. Les journées à l'hôpital Santa Esperanza reprirent leur rythme normal, mais à l'intérieur de Lucas, rien n'était plus pareil. La routine qui avait autrefois été un fardeau semblait désormais respirer avec lui. Le bruit des pas dans les couloirs, l'odeur de l'alcool, le bruit des machines, tout ce qu'il avait autrefois étouffé avait désormais un nouveau sens. Même s'il ne disait rien, tout le monde le remarqua. Il marchait différemment. Son regard, autrefois terne, avait maintenant une certaine sérénité. Ce matin-là, il est arrivé tôt comme d'habitude, mais au lieu d'aller directement à la salle d'autopsie, il s'est rendu à la cuisine de l'hôpital, s'est préparé une tasse de café, a regardé par la fenêtre et est resté là un moment à regarder le soleil se lever entre les immeubles de Washington City. Le ciel était peint de rose et d'or, et pour la première fois depuis longtemps, il a pensé qu'il y avait encore de la beauté dans les choses simples. Quand il est revenu dans la salle, il a allumé la vieille radio qui était dans un coin poussiéreux, a tourné doucement le bouton et une musique douce s'est mise à jouer. Une vieille chanson que lui et Clara, sa femme, écoutaient le dimanche matin. Au début, c'était dur. La mélodie lui rappelait des souvenirs lourds, des souvenirs qu'il avait essayé d'effacer pendant 3 ans, mais il n'a pas éteint la radio et a laissé la musique jouer. Et pour la première fois, la musique ne lui faisait pas mal.
Tout en écoutant, il ouvrit le tiroir et en sortit un petit pot oublié là, rempli de terre sèche. C'était l'une des plantes dont Clara prenait soin, une sorte de succulente qui survivait même à la négligence. Il remplit le pot d'eau, enleva les feuilles sèches et le posa sur le rebord de la fenêtre. La lumière du soleil caressa les nouvelles feuilles, et Lucas les regarda en silence. C'était un petit geste, mais pour lui, c'était presque un nouveau départ. Les jours passaient ainsi, les uns après les autres. Travail, silence, musique et café. Mais maintenant, il y avait un vide différent. Pas celui qui fait mal, mais celui qui apprend. C'était comme si le silence qui l'entourait ne l'étouffait plus, mais lui parlait. Parfois, en se lavant les mains dans l'eau froide de la salle d'autopsie, il était surpris de se surprendre à penser à des choses auxquelles il n'avait pas pensé depuis des années. Comment elle souriait clairement quand elle chantait, comment elle se penchait pour sentir les fleurs. Il se souvenait de chaque détail avec un mélange de nostalgie et de paix, et cela l'effrayait un peu, réalisant qu'il pouvait se souvenir sans colère, sans désespoir. Un après-midi, en quittant l'hôpital, il se rendit à pied sur la place qui se trouvait devant. Le vent soufflait doucement, et les gens passaient rapidement, chacun avec sa propre histoire. Lucas s'assit sur un banc et resta là un moment, observant les allées et venues de la vie. Il sortit son téléphone portable, ouvrit sa liste de chansons et trouva un vieil enregistrement qu'il avait sauvegardé il y a des années et qu'il n'avait jamais eu le courage d'écouter. C'était la voix de Clara qui riait et chantait faux. Quand le son a commencé, ses yeux se sont remplis de larmes, mais il a laissé la chanson jouer jusqu'à la fin. Quand elle s'est terminée, il a souri d'un sourire triste mais sincère. Cette nuit-là, il a pris une décision. Il ne pouvait pas continuer à fuir le passé. Le lendemain, il a pris la voiture et s'est rendu au cimetière, celui-là même qu'il avait évité depuis les funérailles. Le trajet lui a semblé plus long qu'il ne l'était en réalité. Son cœur battait à toute vitesse, ses mains étaient moites, mais c'est le portail en fer qui a grincé lorsqu'il est entré. Le vent froid balayait l'air et l'odeur de la terre humide lui rappelait tout ce qu'il avait essayé d'oublier. Il a marché lentement parmi les tombes jusqu'à ce qu'il trouve son nom gravé sur la pierre blanche pâle. Lucas s'est arrêté devant la tombe, ne sachant pas quoi faire. Pendant des années, il avait ressenti une grande colère. De la colère envers elle, envers Dieu, envers lui-même. De la colère de ne pas avoir pu empêcher ce qui s'était passé. Mais à ce moment-là, la colère avait disparu. Il s'agenouilla, passa sa main sur le nom gravé et prit une profonde inspiration. « Ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. « 3 ans, et je suis toujours éveillé. J'entends encore ta voix. » Il resta silencieux pendant un moment. Le vent faisait bouger les arbres et le bruissement des feuilles était la seule chose qui lui répondait. Il sourit légèrement en regardant le sol. « J'essaie, Clara. » Les mots sortirent doucement mais fermement. « Je ne suis plus le même, mais j'essaie. J'ai recommencé à m'occuper des plantes. J'ai même recommencé à écouter nos chansons. Je pense que ça te plairait. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais pas de larmes de désespoir. C'était un autre genre de pleurs, ceux qui viennent quand le cœur commence à guérir. Il sortit une petite fleur de sa poche, une de ces fleurs jaunes du jardin de l'hôpital, et la posa sur la tombe. « J'ai rencontré quelqu'un, » dit-il avec un sourire entre la douleur et l'affection. « Eh, pas comme toi. Personne n'est comme toi. Mais elle m'a rappelé que tu peux encore ressentir des émotions, que tu peux encore t'attacher. » Le vent soufflait plus fort, soulevant un peu de poussière autour de Lucas. Il leva les yeux vers le ciel où le soleil commençait à se coucher et ferma les yeux. « Je te pardonne, » dit-il d'une voix tremblante, « et je me pardonne aussi. » Il resta là quelques minutes en silence, respirant l'air froid et pur du soir. Puis il se leva, ajusta sa robe et regarda la pierre tombale une dernière fois. « Merci de m'avoir appris ce qu'est l'amour, » murmura-t-il, « même si ça m'a fait tellement mal. » En quittant le cimetière, il sentit son corps s'alléger. Le vide était toujours là, mais c'était un vide calme, comme un champ après la pluie. Ce n'était pas un vide, c'était un espace pour recommencer. En marchant vers la voiture, Lucas réalisa que le silence qui l'avait accompagné pendant 3 ans avait enfin changé. Maintenant, c'était le son de la paix. L'après-midi tombe lentement sur la ville. Le ciel a une teinte orange qui mélange la chaleur du soleil et le calme qui suit une longue journée. Lucas quitte l'hôpital par la porte principale, les épaules fatiguées et sa blouse pendant à son bras. Le vent apporte l'odeur lointaine du pain cuisant dans une boulangerie voisine et le bruit des klaxons à l'extérieur se mêle au chant des oiseaux. Il marche lentement, sans se presser. Son cœur est plus léger et depuis des semaines, il ressent quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir, la paix. Il prend une profonde inspiration,
lève les yeux vers le ciel et se dit que, d'une manière ou d'une autre, la vie lui a redonné le sourire. En traversant la rue, il aperçoit un groupe de personnes rassemblées au coin d'une place. Il y a des couvertures colorées, des tracts et une table avec des bouteilles d'eau et des affiches. Le vent fait voler des papiers sur le sol et une voix douce interpelle les passants. « Bonjour, nous parlons de la prévention du suicide. Un mot peut sauver une vie. » La phrase traverse l'air et le fait s'arrêter. Son cœur fait un bond et pendant un instant, il pense avoir mal entendu. Mais ce n'est pas le cas. Il reconnaîtrait cette voix n'importe où. Il lève les yeux et la voit. Talia est là, souriante, vêtue d'un t-shirt blanc de campagne et d'un badge autour du cou. Ses cheveux lâchés dansent dans le vent. Son visage est coloré et rayonnant de vie. Elle a le même regard qu'avant, toujours profond, mais maintenant lumineux. Pendant quelques secondes, Lucas est incapable de bouger. Le temps semble s'être arrêté autour de lui. Les gens passent, le vent souffle, mais il ne peut que la regarder. Elle, Talia le voit et est surprise pendant un instant, puis sourit largement, les yeux remplis de larmes. « Je sais, docteur, » dit-elle en marchant vers lui. « Je n'arrive pas à y croire. » Il reste immobile, entre surprise et émotion. Talia murmure d'une voix brisée. « C'est vraiment toi ?» Elle rit de ce rire doux qu'il n'avait jamais entendu auparavant. « C'est moi. J'ai tenu ma promesse. » Il fait un pas en avant, les yeux brillants. « Tu m'avais promis que je trouverais une raison de continuer. » Elle lève le flyer coloré qu'elle tient dans ses mains. « Je crois que je l'ai trouvé. » Lucas attrape le papier et lit le titre en grosses lettres. « Tu n'es pas seul. » Ses mains tremblent et sa voix se brise. « C'est magnifique, Talia. Vraiment magnifique. » Elle le regarde tendrement. « J'ai pensé que la meilleure façon de te remercier était d'essayer de faire pour les autres ce que tu as fait pour moi. Être là pour parler à ceux qui ont perdu espoir. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Juste quelqu'un qui nous regarde avec des yeux sincères. » Il sent ses yeux se remplir de larmes. Il sourit sans pouvoir dire quoi que ce soit. Il se contente d'acquiescer comme quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer mais n'y parvient pas. « Je n'ai pas de mots, » murmure-t-il. « Alors ne dites rien, docteur. » Elle s'approche de lui, les yeux brillants. « Soyez juste heureux avec moi. » Il rit nerveusement, à moitié en larmes. « Je suis heureux, Talia, plus que je ne peux le dire. » Elle fait un pas et le serre dans ses bras. C'est une longue étreinte pleine de sens, une étreinte d'âme à âme, le genre d'étreinte qui guérit ce que les mots ne peuvent pas guérir. Le visage pressé contre son épaule, elle murmure « Merci de ne pas avoir abandonné, quand j'avais déjà abandonné moi-même. » Il ferme les yeux, lui serre la main très fort et répond d'une voix brisée mais sincère. « C'est toi qui m'as rappelé ce que signifie vivre. » Ils restent tous les deux là un moment, en silence. La ville autour d'eux continue de vivre à son rythme. Les voitures, les voix, le vent. Mais dans ce petit coin du monde, le temps s'est arrêté. Elle s'éloigne, toujours souriante, les yeux humides. « Je dois y aller, » dit-elle en montrant la table de campagne. « Les gens ont besoin d'entendre ça, je le sais. » Il recule d'un pas, ému, et dit « Ils auront de la chance de t'entendre, Talia. » Elle sourit à nouveau avec cette étincelle qu'il n'oubliera jamais. La vie est étrange, n'est-ce pas? Parfois, il faut mourir à l'intérieur pour apprendre à vraiment vivre. Lucas hoche la tête, respire profondément et dit « Parfois, il faut voir quelqu'un d'autre renaître pour se rappeler qu'on peut le faire aussi. » Ils se regardent une dernière fois, un regard plein de gratitude, plein de vie. Talia retourne vers le groupe qui distribue des tracts, souriant à des inconnus. Et Lucas reste là, sur le trottoir, les larmes aux yeux et le cœur léger. Il se rend compte que, d'une certaine manière, ces retrouvailles étaient la réponse silencieuse qu'il attendait depuis des années. Le vent souffle plus fort, poussant l'un des tracts à ses pieds. Il le ramasse, le plie soigneusement et le met dans la poche de son manteau. Puis il lève les yeux vers le ciel et sourit. Le soleil se couche, peignant tout en doré, et il sent que la vie a enfin trouvé le moyen de faire la paix avec lui. La nuit tombe lentement sur la ville. L'hôpital est presque silencieux. Seuls les bruits lointains des pas d'une infirmière et le bip d'un moniteur lui rappellent que la vie continue. À l'intérieur, la chambre de Lucas est vide, éclairée seulement par la faible lumière d'une vieille lampe posée sur le bureau. Il y a des rapports, des tests et un cahier à la couverture usée, le journal intime que tenait sa femme. Il s'assoit, prend une profonde inspiration et pendant un instant, le monde semble s'arrêter. Le stylo pèse lourd dans ses doigts. Ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit là-dedans. Le journal est fermé depuis le jour où elle est partie, mais maintenant, quelque chose en lui le pousse à l'ouvrir. Les pages jaunies sentent encore la lavande, le parfum qu'elle portait.
Il passe ses doigts sur son écriture délicate et sourit sans le vouloir. Silencieusement, il prend le stylo et commence à écrire d'une main ferme, bien que tremblante. Aujourd'hui, j'ai compris que la vie essaie toujours de recommencer. Il s'arrête un instant, regarde la phrase et sent sa poitrine se serrer. Il continue. Même si tout semble fini, quelqu'un vient et nous montre le chemin du retour. Les mots sont simples, mais ils portent le poids de tout ce qu'elle a vécu. Le visage de Thalia lui vient à l'esprit, son sourire sur la place, l'étincelle dans ses yeux, le son de sa voix disant qu'elle avait tenu sa promesse. Il sent une boule dans sa gorge, mais ne fuit pas l'émotion. Je pense que c'est toi, Clara, qui m'as appris à aimer, mais c'est la vie qui m'a appris à recommencer. Le stylo s'arrête un instant. Il ferme les yeux et écoute le bruit de la pluie légère qui tombe sur la vitre. Il sent qu'il n'est plus seul. C'est comme si l'air dans la pièce avait changé, comme si une présence légère remplissait l'espace, invisible mais palpable. Il prend une profonde inspiration, ferme soigneusement le journal et le tient dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il reste ainsi pendant quelques secondes, immobile, écoutant simplement le bruit de la pluie et les battements plus calmes de son cœur. Il se lève et se dirige vers la fenêtre. L'hôpital dort. Les lumières de la ville scintillent à l'extérieur, petites et lointaines. Il pose ses mains sur le rebord et lève les yeux vers le ciel. Les nuages se dissipent et derrière eux apparaît la lune, ronde, claire, calme. L'alarme vient sans prévenir, tombant lentement, chaude et atterrissant au coin de ses lèvres. Il ne l'essuie pas, mais la laisse couler et avec un léger sourire sincère, il murmure dans le vide qui semble maintenant plein. Parfois, la vie nous rend ceux que nous pensions avoir perdus, juste pour nous apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Elle reste là à regarder le ciel, sentant l'air frais entrer par la fenêtre. La pluie s'atténue, le vent souffle doucement dans ses cheveux gris et quelque chose en elle s'apaise, comme si un vieux fardeau avait enfin trouvé le repos. Elle ferme les yeux et murmure doucement « Merci ». Puis elle retourne à son bureau, éteint la lumière et marche lentement dans le couloir silencieux. L'hôpital dort, mais à l'intérieur règne une nouvelle paix, quelque chose qui n'existait plus depuis longtemps. Si cette histoire t'a fait penser à une deuxième chance et que tu l'as regardée jusqu'au bout, écris « Nous ne sommes pas seuls » dans les commentaires et partage ton avis sur l'histoire. Si tu as aimé celle-ci, je suis sûr que tu aimeras les autres histoires qui apparaissent à l'écran. Abonne-toi pour ne pas manquer les nouvelles histoires chaque jour. À bientôt dans la prochaine vidéo.